Oui, nous aimons la Chine. Chine Express, c'est notre rendez-vous quotidien. Notre invité, dernière partie, c'est Monsieur Christian Huguelot, fondateur du cabinet d'avocats Huguelot-Lepage, avec son associé Madame la Ministre Corinne Lepage. Christian Huguelot est intervenant, d'où sa présence ici, dans la 5e édition du mois franco-chinois de l'environnement qui se déroule jusqu'au 14 octobre. Alors, avant de redémarrer notre stock de questions que nous avons, j'aimerais vous faire écouter quelque chose de très précis. Un état des lieux, une civilisation mondialisée, je vous apprends rien, hyper globalisée, interconnectée, vulnérable à la moindre perturbation. Il y a des liens évidents. Et vous en avez fait quelques-uns ici de très importants qui relient les crises entre elles, le dérèglement climatique, le pic pétrolier, la destruction des organismes vivants et de leur milieu de vie, la fragilité des systèmes financiers et économiques. Bref, des crises qui se nourrissent mutuellement et dont la réunion rend l'effondrement probable. En tout cas, c'est celui prédit par monsieur Nicolas Hulot lors de sa sortie sur France Inter. Et puis également par monsieur Pablo Servigne, qui est biologiste et ingénieur agronome. Pour lui, le seul remède est l'entraide, innée chez l'homme et qui émerge lorsque l'environnement est hostile. Il cite Victor Hugo, « Rien n'est solitaire, tout est solidaire ». Il faut donc créer une culture de la coopération et de l'altruisme. Et pour éviter cet effondrement, je vous propose de l'écouter, c'est assez court. Vous allez voir, c'est dense. Le problème avec notre société, c'est qu'on vit dans une société d'abondance. Et qu'une société d'abondance, c'est pas ça le problème. C'est que ça permet l'émergence d'une culture de l'égoïsme, une culture de la compétition. En fait, la compétition et l'égoïsme, c'est un luxe de riches. Et du coup, avec les tempêtes à venir, les temps difficiles qui viennent, il se peut que les pénuries ou les catastrophes soient des problèmes en soi. Mais le principal problème, parce qu'on sait gérer les pénuries depuis des centaines de milliers d'années, l'être humain, il sait gérer ça. Le problème, c'est d'arriver brutalement dans les pénuries avec une culture de l'égoïsme. C'est ça qui crée à court terme des comportements égoïstes et toxiques et dangereux et violents. Et ce que montre le vivant, ce que nous montre le vivant, c'est qu'à long terme, ce sont les groupes les plus coopératifs qui survivent. Voilà. À long terme, ce sont les groupes les plus coopératifs qui survivent, et il prend ensuite l'exemple des pingouins qui ne survivraient pas à des températures de moins 40 s'ils géraient ça tout seuls dans leur coin. Qu'est-ce que vous pensez de cette posture là qui nous annonce clairement qu'on va dans le mur, très clairement. Alors ce monsieur en plus est biologiste, donc il a une expertise, il est ingénieur agronome, donc il a une expertise qui parle à tous ceux qui ont un peu de ruralité qui leur coule dans les veines. C'est ce changement radical qu'il nous faut faire, d'après vous, c'est-à-dire sortir de cet égoïsme et rentrer dans des solutions très locales, parce qu'il n'y a que ça qu'on peut se permettre en tant que citoyen. On ne va pas se permettre d'avoir des projets au niveau national et encore moins international, mais dans son village, dans son quartier, c'est cette prise de conscience qu'il faut avoir. Rien ne se fera si on reste dans notre posture individualiste. Je pense que c'est profondément juste. Et je vous ai dit tout à l'heure, on va revenir dessus rapidement. Après ça, je vais reprendre en détail l'argumentation. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut changer de paradigme. On n'est plus dans la notion de droit à mon environnement, à mon ceci, mon cela. On est dans le devoir vis-à-vis de l'humanité. Oui, vous l'avez dit, c'est le devoir. C'est le devoir. Mais là, ce devoir n'est pas encore écrit noir sur blanc pour le citoyen que je suis. Alors, il y a deux choses. D'abord, premièrement, il y a une cause philosophique à ça. Il y a un philosophe qui s'appelle Jean-Pierre Dupuy, qui a écrit un grand bouquin qui s'appelle « Le catastrophisme éclairé ». Et la clé de son bouquin, c'est de dire que l'homme moderne ne veut pas croire ce qu'il sait. C'est incroyable. On est aveugle. Ah, c'est fin, ça. Il ne croit pas ce qu'il sait. Il le voit. On lui dit qu'il y a des tempêtes. On voit ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs, en Asie récemment. Non, c'est... bon. Et on ne croit pas, on n'en tire pas les conséquences. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'au point de vue du comportement, si j'ose dire, individuel, ce que j'essaye de faire, moi, à mon petit niveau, c'est de relier des éléments de référence. Qu'est-ce que c'est le droit ou qu'est-ce que c'est que la décision d'un juge? C'est une parole, d'accord? C'est une parole qui a une autre hauteur. Et donc, devoir arriver à, comment dirais-je, c'est la même idée de la solidarité, de voir que ceux qui se jugent aux États-Unis, en Asie ou n'importe quoi, sont des choses sur lesquelles on a des réflexes assez semblables. Il y a des choses stupéfiantes dans la jurisprudence aux États-Unis, extraordinairement intéressantes. Dans l'affaire All Children Trust, qui vient d'ailleurs d'être, comment dirais-je, confirmée
devant la Cour suprême des États-Unis le 30 juillet dernier. Vous savez, les jeunes font des procès en disant les Américains, l'État américain n'en fait jamais assez, ils ont cassé l'EPA, le ministère, etc., etc. Ils ont cassé la loi sur le climat, l'air propre, etc. Donc le gouvernement s'y oppose. Mais les juges ont déclaré recevables les associations pour une raison absolument étonnante, en disant qu'il était tout à fait naturel que les associations aient cette position, parce que la position des associations repose sur le droit naturel et non pas par le droit constitutionnel. C'est quand même incroyable. Alors, vous avez des éléments... Le droit naturel, Ben carrément. oui, Le alors, droit naturel. Le droit naturel, Parce que c'est-à-dire... le droit naturel, c'est le credo libertarien, quasiment. Oui, aux mais c'est pas le États-Unis. même que celui du XVIIIe siècle. D'accord. C'est pas du tout le même. C'est pas le droit naturel en disant l'harmonie avec Dieu, etc. Non, mais Tout il y ça, a aussi non, le ça droit n'a rien à naturel, voir. tout doit être C'est- réglé par contrat, le moins d'État, le moins de Eh oui. contraintes possibles, Ah le oui, moins de oui. lois possibles. Ah non, Et c'est- tout c'est doit pas se ça faire du par tout. contrat entre les individus. C'est aussi ça C'est le pas droit du- naturel. c'est-à-dire de repartir des règles, quels sont les éléments fondamentaux qui établissent l'harmonie entre l'homme et son environnement. En gros, c'est ça. Quel est le point d'équilibre qu'on peut dépasser ou pas dépasser? Ouais. Et donc, si vous voulez, quand on voit des choses comme ça, on peut arriver à relier par petits morceaux, parce que le droit, c'est quelque chose qui se reconstruit tout doucement. Vous avez la charte éthique dont j'ai parlé, et moi je pense qu'il a entièrement raison, c'est-à-dire qu'il faut aller vers l'universel. Mais l'universel dans un monde aussi divisé que la mondialisation, c'est très difficile à faire. Et aussi l'universel. personnalisé et égoïste, comme le disait Bah Olivier oui, tout Ouais, à l'heure, c'est ça, ça me... avec où toutes les pubs, tout nous invite à satisfaire nos envies Bah du alors, moment. Je veux ce il y a- nouvel iPhone parce qu'il Voilà. vient d'arriver, et Voilà. il me faut là maintenant tout Mais de ça, suite dans la c'est... poche. Alors, il y a quand même quelque chose qui est très... Moi, j'ai jamais arrêté d'enseigner. Bon, faire des conférences tout le temps, dans les facs ou ailleurs, n'importe quoi. Il y a au bout d'un certain temps, on arrive, comment dirais-je, à attraper l'essentiel. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, quand on a accepté d'un discours de court terme et tout ça, on dit attention, il y a des choses qui sont derrière. Il m'est arrivé de convaincre des chauffeurs de taxi de dire que les mesures prises par Madame Hidalgo à Paris étaient des mesures intelligentes sur le réchauffement climatique et qu'il avait des enfants et qu'il avait intérêt à faire attention. Même si Plutôt ça que de affecte- regarder si ces ça 5 minutes, affectait ça son l'embête. son business J'ai dit d'ailleurs, au de quotidien. toute façon, grâce à ces mesures, je n'ai pas de voiture et je prends des taxis. Donc, par conséquent, Je vous vous savez, fais même travailler. pour les Tiens. personnes, pour les personnes qui sont dans cette situation-là, il ne faut pas désespérer de la pédagogie. Faut être calme. On peut toujours expliquer. On Je peut toujours- voulais on peut toujours revenir expliquer. sur un cas d'école, puisque avant de quitter le volet vraiment business, on vient de parler de ces tribunaux d'arbitrage. Il y a environ 15 jours, il y a un site qui s'appelle Euractiv, qui sont des journaux, qui sont des journalistes basés à Bruxelles, qui traitent toute l'actualité européenne, qui ont publié un document interne de Business Europe. Business Europe, c'est le MEDEF européen. D'ailleurs, Yvan, M. Gattaz, Yvan, c'était son père, pardon. Pierre Gattaz, qui était notre ancien patron du MEDEF français, est à la tête de Business Europe, qui est le MEDEF européen. Et ce document est un document qui détaille leur stratégie de communication vis-à-vis des politiques de réduction des gaz à effet de serre. Et en gros, ce document interne, évidemment, qui n'aurait pas dû fuiter, explique qu'il faut aller dans tous les colloques et tout, soutenir les politiques, dire qu'on est pour. Et il détaille, d'ailleurs, je vous ai montré ce document, vous l'avez lu, tout ce qu'il y a à faire pour contrer tout ce qui pourrait justement diminuer les gaz à effet de serre, parce que globalement, c'est pas pro-business. Alors quand on est face à tant de duplicité, si je puis dire, dans la représentation officielle, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'on soit politique ou citoyen? Parce que ça pèse les entreprises, et on a besoin d'elles, et c'est elles qui font de l'emploi. Mais quand leur stratégie, c'est ça, C'est-à-dire, en Qu'est-ce- façade, qu'est-ce qu'on en fait façade, en façade, on va soutenir, mais derrière, on fait rien. C'est décourageant. c'est pas même pas on fait rien, Oui, on fait non, tout pour on torpiller démonte, que tu ça. as raison, démonte. on fait contre. On On fait démonte. contre. Voilà. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. D'abord, Ah. il y a une première dimension qui est ce que j'appellerais la régulation des lobbies. Il y a quand même un sacré problème derrière ça. Parce que les lobbies industriels et des grandes entreprises est considérable. Je sais plus, on m'avait cité le chiffre, je crois, sur la question du Parlement européen quand il s'agit d'étiqueter les qualités des nourritures, de l'alimentation. Les grandes entreprises ont dépensé, je crois, de l'1 milliard d'euros, quelque chose comme ça. Pour pas que ça Et se vous fasse. avez, en face de ça, peut-être à Bruxelles, vous avez une quarantaine d'associations, des bénévoles, etc. Donc il y a un vrai problème de filtrage des lobbies. Bon, il y a quand même cette question-là. Et Nicolas Hulot en parlait beaucoup, d'ailleurs. Vous avez bien vu ce qui se passait dans les séances très tard le soir, etc. Donc il y a un problème de régulation des points de pression sur le Parlement et les institutions. Deuxièmement,
sur cette question précise de ce que j'appelle la désespérance, vous avez appelé la désespérance. Pas désespérance, mais est-ce que le politique on peut encore faire quelque chose? On a parlé tout à l'heure des paroles verbales. Ouais. Je suis pour les paroles verbales, je ne suis pas pour les mesures concrètes. Il y a, comment dirais-je, sur cette question précise, il y a, le mot m'échappe à l'instant, mais il y a quand même une prise de conscience à faire. C'est que, en fait, il y a un rapport des Nations Unies qui vient de sortir sur la transition énergétique, sur la transition écologique, et qui explique noir sur blanc que, comment dirais-je, on fera beaucoup plus d'affaires si on suit ce plan-là plutôt que le contraire. Mais Donald il y a une Trump méconnaissance quand même complète. que le réchauffement climatique, en même temps, est un fake news inventé par les Chinois pour fourguer leurs marchandises. C'est quand même le président ça, des c'est du États-Unis. folklore pour vous. C'est du folklore, c'est Oui, ça? c'est un malade. Vous le balayez comme ça. Ouais, mais il est président des États-Unis. Oui, mais il est président des États-Unis. Mais alors voilà, justement, c'est ce que j'allais vous dire. Corinne était dans la délégation de la COP qui a eu lieu à Marrakech. Oui. Et arrivait la nouvelle de Trump, etc. Il y avait deux sortes de réactions. Il y avait les gens de l'équipe Obama qui pleuraient et les industriels américains qui disaient « Mais nous, on s'en fout. Hein. On n'a rien à faire avec ce type-là. Moi, je veux absolument faire ma politique de transition énergétique, avoir des marchés verts, etc. » Vous avez un puissant mouvement qui se développe sur ces questions-là, qui est beaucoup plus important que cette attitude de très court terme. D'accord. Ça, c'est très important. Le choix est fait dans l'espérance, effectivement, d'une conversion du monde industriel sur cette question-là. Et c'est pas une plaisanterie. Donc, en gros, il faut qu'il trouve qu'il peut gagner de l'argent aussi en faisant largement. Largement. Et là, c'est vraiment de l'écologie. On sera sauvé, je pense, par l'économie positive. Mais alors, comment ça se fait que cette économie positive, vous décrivez un document qui existe. Elle n'arrive pas jusqu'au MEDEF. Ou alors qu'elle n'arrive pas jusqu'au MEDEF. Je peux le comprendre. Mais qu'elle n'arrive pas même au niveau médiatique, qu'on n'en parle pas beaucoup plus. Parce que l'écologie politique a donné une très mauvaise image du droit de l'environnement. Au sens. Je racontais que j'étais invité il y a très longtemps un dîner officiel où il y avait des huiles et on ne savait pas qui j'étais, et puis j'étais à côté de deux grands présidents de grands groupes français. Ils se tournent l'un vers l'autre, ils disent « Vous savez, mon ami, les écologistes, tous des gauchistes. » Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Et très franchement, l'écologie politique a sacrément sali l'environnement. Hein. C'est-à-dire que ça a été très très mal relancé de ce côté-là. C'est hallucinant, parce que figurez-vous que c'était ma dernière question que j'avais un peu préparée effectivement pour Corinne Lepage au début. Pourquoi l'écologie, qui est un concept a priori fédérateur, tout le monde aime les papillons, les baleines, les fleurs des champs, sauf peut-être Éric Zemmour, mais pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à être structurée politiquement et voilà, est-ce que c'est juste la faute des gauchistes qui se succèdent au sein des partis politiques? Il n'y a pas que des gauchistes, heureusement. Mais non, c'est ça. La vérité des choses, me semble-t-il, c'est qu'ils vous demandent des voix et ils ne vous donnent aucune garantie sur ce qui va sortir. Nous sommes d'accord. Mais quelle politique peut donner les garanties? De dire que je déposerai tel projet de loi, je ferai telle chose à tel moment. Parce qu'en fait, quand vous êtes pris dans le jeu politique, vous allez à des compromis, vous êtes obligé de lâcher quelque chose pour quelque chose d'autre. On est dans une situation qui est tout à fait particulière. Ça veut dire, je ne suis pas contre les partis écologistes. Est-ce qu'il faudrait une dictature verte, si j'ose? Non, parce que c'est pas comme ça que ça se fera. C'est pas comme ça que ça se fera. Ça se fera par un changement de paradigme dont je vous parlais tout à l'heure au niveau des idées, devoir plutôt que droit, parce que quand on va s'en prendre plein la figure, quand on aura 45 ou 50 degrés du côté de Marseille en 2040, j'aimerais vous dire que ça va quand même bouger aussi. Le climat va remonter de 700 km à peu près, et on voit que les Anglais commencent à planter du champagne, si j'ose dire, des vignes pour le champagne. Il y a toute une série de bouleversements qui se font. Il y a des grandes régions comme le Nord et l'Aquitaine qui réfléchissent et qui travaillent sérieusement avec les entreprises. Je crois qu'on sait. C'est des choses qui vont peut-être s'accumuler tout doucement. Il faut sortir comment dirais-je, moi, je pense que je les appelle un peu des suceurs de roue. Les politiques et écologistes qui sont toujours en avance, un peu des suceurs de roue. C'est-à-dire qu'ils se servent de ce qui a été fait par les autres, mais ils n'apportent pas beaucoup plus. Quelles ont été les lois importantes
apporté par Cécile Duflot. Enfin, je vois pas très bien. Enfin, très franchement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très paradoxal en France. Les grandes lois environnement ont été faites par la droite, qui n'aime pas l'environnement, et la gauche ne fait pas grand-chose. Bah, c'est toi, Christophe, qui, pendant qu'on préparait cette émission, qui m'a sorti à peu près cette phrase. Mais c'est une réalité, quoi. Souvent, et on le voit toujours d'ailleurs, où ils sont en train de se battre entre Jadot, Hamon et tout, pour la liste européenne, pour savoir, bon, est-ce qu'on refait encore une liste écologique qui va faire 3 points pour s'allier à ce qui reste du Parti Socialiste, qui est crédité de 4. Non, j'espérais y voir plus clair en tant que citoyen, c'est pas le cas. Mon vote ne sert à rien si je le donne aux écolos. En gros... Je dirais pas ça. Je dirais pas ça complètement. Mais il faudrait être exigeant avec eux, c'est tout. Mais s'il n'y a pas mieux, s'il n'y a pas une offre meilleure, je voterai écolo de toute façon, même dans la désespérance. D'accord, ok. Bon, je préfère entendre ça. Ah oui, bien sûr, sans hésitation. Si j'ai pas mieux, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je voterai pour eux, évidemment. À part votre épouse, qui c'est qu'on a de crédible sur l'écologie aujourd'hui en France? Ça sera pour conclure. C'est très difficile à dire. J'ai mis de côté votre épouse pour pas vous mettre en situation de Corinne partialité ou de conflit d'intérêts. Pour ne rien cacher, Corinne, on lui a demandé si elle voulait y aller, etc. Elle a dit non. Quand Hulot a démissionné? Ah oui. Elle a eu des coups de fil? Ah oui, non. Enfin, peu importe. D'accord. Ah bah mais on lui a demandé, et elle a dit non, pour des raisons très simples. C'est qu'elle pense, comme moi d'ailleurs, après son expérience politique, que par la société civile et par le droit, on fait beaucoup de choses. Plus que par la montée. Bon, d'accord, ok, j'ai compris. Il me faut un candidat écolo qui soit juriste, c'est ça? Ah oui, peut-être, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, cette conversation était absolument passionnante, monsieur. Merci, encore une fois, d'avoir consacré tout ce temps. Notre heure est passée. Notre heure est passée. Vous vous êtes pas ennuyé? Ah non, pas du tout. Vous entendiez une interview de 20 minutes. Non, vous avez dit des choses. Que je vous ai diverti aussi de votre côté. Non, instruit, plus que diverti. On se doit pas fait venir pour instruire. Oui. Merci beaucoup. À très vite. Portez-vous bien. Au revoir, cher monsieur.